Salut esprit curieux et bienvenue dans ce voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous nous confrontons à un géant. Un penseur si radical qu'il a démoli la philosophie non pas une, mais deux fois, et à chaque fois en utilisant le même outil, le langage. Nous parlons de l'homme qui fut jardinier, soldat et architecte, mais surtout le philosophe le plus influent du XXe siècle, Ludwig Wittgenstein. La question qui guidera notre voyage est celle qui a obsédé Wittgenstein lui-même. De quoi pouvons-nous parler avec sens? Et que se passe-t-il lorsque nous tentons de parler de ce qui est au-delà des mots, comme l'amour, la beauté ou le sens de la vie? Sommes-nous peut-être piégés dans une bouteille linguistique que nous avons nous-mêmes créée? Nous explorerons ces deux chefs-d'œuvre qui se contredisent radicalement. D'abord, le Tractatus Logico-Philosophicus, une tentative de construire un escalier pour atteindre la limite de la pensée, un escalier qu'il nous demande ensuite de jeter. Et ensuite, les recherches philosophiques, où il démantèle son propre escalier et nous apprend à naviguer le monde à nouveau. Avant de commencer, une brève remarque. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les images que vous voyez. Considérez-les comme une toile, une manière d'illustrer les idées et l'atmosphère de ce que nous racontons. Elles ne seront pas toujours une représentation littérale, mais plutôt un accompagnement visuel pour que vous laissiez libre cours à votre imagination avec moi. J'espère de tout cœur que vous apprécierez. Pour comprendre Wittgenstein, il faut comprendre l'homme. Né à Vienne en 1889, il grandit dans l'une des familles les plus riches et cultivées d'Europe. Il grandit entouré de musique, d'art et d'une intense pression pour l'excellence. C'était un génie tourmenté, profondément sérieux, qui renonça à toute sa fortune pour vivre une vie d'ascétisme intellectuel. Il est arrivé à Cambridge pour étudier l'ingénierie, mais son esprit fut obsédé par la logique et les fondements des mathématiques. Il fit irruption dans le bureau du grand philosophe Bertrand Russell et, selon la légende, le défia d'une telle manière que Russell écrivit que ce jeune Allemand était le génie le plus parfait qu'il eût jamais connu. Mais Wittgenstein n'était pas un philosophe de salon. Quand la Première Guerre mondiale éclata, il s'engagea volontairement, cherchant une épreuve existentielle. C'est dans les tranchées, entre le chaos et la mort, qu'il écrivit les notes qui allaient en devenir sa première grande œuvre. Il avait besoin de mettre de l'ordre dans le monde, et il croyait que l'ordre commençait par le langage. Le problème qu'il voyait était le suivant. La philosophie, pendant des siècles, s'était remplie de questions qui semblaient insolubles. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que l'être? Le monde a-t-il un but? Wittgenstein commença à soupçonner que ce n'étaient pas des questions difficiles, mais qu'elles étaient fondamentalement des confusions. C'étaient des non-sens générés par un mauvais usage de nos mots. Imaginez que vous essayez de visser une vis avec un marteau. Vous pouvez frapper toute la journée, mais cela ne fonctionnera pas et vous ne ferez que causer un désastre. Wittgenstein pensait que les philosophes utilisaient le langage, notre outil, de manière incorrecte, essayant de faire des choses pour lesquelles ils n'étaient pas conçus. Son premier objectif fut alors de définir exactement à quoi servait cet outil. Ainsi naît la première phase de notre voyage, le premier Wittgenstein. Le Wittgenstein du Tractatus Logico-Philosophicus, une tentative monumentale de créer une théorie sur la manière dont le langage s'accroche à la réalité. Préparez-vous, car c'est l'une des idées les plus élégantes et restrictives de toute la philosophie. Le Tractatus est une œuvre austère. Elle a été écrite en propositions numérotées, comme un traité de logique ou de géométrie. Son idée centrale est ce qui est connu sous le nom de théorie figurative ou théorie picturale du langage. L'idée est, au fond, très simple et séduisante. Le langage fonctionne comme un tableau ou une peinture. Wittgenstein dit qu'une proposition, une phrase ayant un sens comme « le chat est sur le tapis » est une figure de la réalité. C'est un modèle réduit. Les éléments de la phrase, les mots « chat »,« tapis » correspondent aux objets du monde. Et la structure de la phrase, comment les mots sont liés, reflète la structure des faits du monde. C'est pourquoi l'œuvre commence par une affirmation catégorique. Le monde est la totalité des faits, non des choses. C'est crucial. Il ne s'intéresse pas aux objets isolés, mais à la manière dont ils se configurent. Il ne s'intéresse pas au chat et au tapis, mais au fait que le chat soit sur le tapis. Le langage décrit ces faits. Si une phrase a un sens, c'est parce qu'elle représente un état de choses possible. Nous pouvons comprendre la phrase « le livre est bleu », même sans voir le livre, car la phrase peint une image logique. Nous pouvons la comparer à la réalité pour voir si elle est vraie ou fausse. Si je dis « le livre est Gebeampfle », cela ne peint rien. C'est un non-sens. Cela n'a pas de structure logique. Pour Wittgenstein, le langage ayant un sens est le langage de la science. Des phrases qui décrivent et font des faits du monde naturel. L'eau bout à 100 degrés. La Terre tourne autour du Soleil. Ce sont des propositions claires. Ce sont des figures que nous pouvons vérifier. Tout le reste, prévient-il, commence à être dangereux. Le Tractatus établit que le langage a des limites. Le langage ne peut décrire comment est le monde, les faits qu'il contient.
Mais il ne peut décrire ce qui rend possible que le langage décrive. Il ne peut décrire la logique elle-même. La logique n'est pas un fait dans le monde, c'est la structure du monde, c'est l'échafaudage. Et nous arrivons ici au point critique. Qu'en est-il de l'éthique? Qu'en est-il de la beauté? Qu'en est-il de Dieu? Qu'en est-il du sens de la vie? Ces choses, dit le jeune Wittgenstein, ne sont pas des faits dans le monde. Vous ne pouvez pas pointer la bonté de la même manière que vous pointez un arbre. Par conséquent, toute tentative de parler d'éthique ou d'esthétique dans le même sens que nous parlons de science est vouée à l'échec. Des phrases comme « tuer est mal » ou « cette symphonie est belle » ne sont pas des figures de la réalité. Elles ne décrivent pas des faits. Selon la logique stricte du Tractatus, elles sont des non-sens. Mais, et c'est le tournant le plus important, Wittgenstein ne les méprise pas. Pour lui, non-sens n'est pas une insulte, c'était un homme profondément moral et spirituel. Ce qu'il veut dire, c'est que ces choses tombent en dehors des limites du langage descriptif. Elles appartiennent à ce qu'il appelle le mystique. Le mystique est ce qui ne peut être dit, mais qui se montre. Je ne peux pas dire le sens de la vie, mais il se montre dans la manière dont je vis. Je ne peux pas dire ce qu'est la beauté, mais une œuvre d'art me la montre. L'éthique et l'esthétique ne sont pas des propositions, ce sont des expériences. La philosophie pour le Tractatus est une activité, non une théorie. C'est l'activité de clarifier le langage. Son travail est d'être un gardien de la frontière, balayant les confusions métaphysiques, montrant ce qui peut être dit, la science, et désignant respectueusement ce sur quoi nous devons garder le silence, le mystique. L'œuvre se termine par la célèbre proposition numéro 7, la seule phrase de cette section. Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Ce n'est pas un silence d'ignorance, c'est un silence de révérence. C'est la reconnaissance que les choses les plus importantes de la vie humaine transcendent les mots. Wittgenstein utilise une métaphore finale. Il dit que ces propositions, celles du Tractatus lui-même, sont comme un escalier. Le lecteur doit les utiliser pour monter, pour voir le monde correctement. Et une fois qu'il est monté, il doit jeter l'escalier. Car le Tractatus lui-même parle de logique et de philosophie, choses qui, selon sa propre théorie, ne peuvent être dites. Et avec cela, Wittgenstein crut avoir résolu en substance tous les problèmes de la philosophie. Il considéra le travail comme achevé. Il renonça à sa chaire, offrit son immense fortune familiale et alla travailler comme jardinier dans un monastère, puis comme instituteur dans un village alpin reculé. Ce premier Wittgenstein est un penseur de la pureté, de la logique cristalline. Il nous offre un monde proprement divisé entre le sens et le non-sens. C'est une vision magnifique, ascétique et, comme il le découvrirait lui-même, fondamentalement incorrecte, ou du moins terriblement incomplète. Les années passèrent. Wittgenstein enseignait aux enfants du primaire et au lieu de leur imposer la logique abstraite, il réalisa l'incroyable complexité et richesse de la façon dont ils apprenaient à parler dans la vie réelle. Ils n'apprenaient pas des définitions formelles, ils apprenaient à faire des choses avec les mots. Ils apprenaient à demander, à plaisanter, à se plaindre, à saluer. On dit qu'une conversation avec l'économiste Piero Sraffa fut un point de bascule. Wittgenstein insistait sur le fait qu'une proposition devait avoir la même forme logique que le fait qu'elle représentait. Sraffa, exaspéré, fit un geste de la main typique des Napolitains et demanda « Quelle est la forme logique de ceci ?» Wittgenstein réalisa son erreur. La théorie figurative était une camisole de force. Le langage n'est pas une peinture statique, c'est une rivière vivante et désordonnée. Il n'a pas une essence, il a des milliers d'usages. Le langage n'était pas une cage logique, c'était une boîte à outils pour la vie. Ainsi, avec la même honnêteté intellectuelle radicale qui le définissait, Wittgenstein commença à démanteler son propre chef-d'œuvre. Il retourna à Cambridge en 1929 et commença à développer une philosophie complètement nouvelle, presque opposée à la première. C'est le second Wittgenstein, celui des recherches philosophiques. Si le Tractatus cherchait l'essence unique et cachée du langage, les recherches nous demandent de regarder la surface, le quotidien. Le nouveau mot d'ordre est « ne pense pas, regarde ». Ne cherche pas ce que le langage doit être, regarde ce qu'il est et ce qu'il fait en pratique. La question centrale change maintenant. Ce n'est plus quelle est la forme logique d'une proposition, mais qu'est-ce que le sens en ? La réponse du Tractatus était la correspondance avec un fait. La nouvelle réponse est révolutionnaire. Pour une grande classe de cas, le sens d'un mot est son usage dans le langage. Pensons au mot « jeu ». Quelle est l'essence de jeu ? Le Tractatus exigerait une définition précise. Mais qu'ont en commun les échecs, le football, un jeu vidéo et un bébé qui joue avec ses mains? Il n'y a pas une chose en commun. Il y a un réseau de similitudes qui se chevauchent et s'entrecroisent. Wittgenstein appelle cela une ressemblance de famille.
comme les membres d'une famille. Certains ont le même nez, d'autres les mêmes yeux, d'autres le même tempérament. Il n'y a pas un trait unique familial, mais un réseau de ressemblances. Le langage fonctionne de la même manière. Les mots sont connectés par des ressemblances de famille, non par une essence logique. Et cela nous mène à son concept le plus célèbre, les jeux de langage ou Sprachspiel. Le langage n'est pas une seule chose. C'est une collection innombrable d'activités. Donner des ordres est un jeu de langage. Raconter une blague en est un autre. Décrire un objet, prier, maudire, poser une question, traduire, chacun est un jeu différent. Chaque jeu a ses propres règles. Les règles de donner un ordre sont différentes de celles de raconter une blague. Si je dis « apporte-moi ce livre » et que vous riez, vous confondez les règles. Vous croyez que je joue au jeu de la blague alors que je joue au jeu de l'ordre. Les malentendus philosophiques découlent de cela. Pensons à un maçon qui crie à son aide « dalle ». L'aide lui tend une dalle. Dans ce contexte, dalle n'est pas une image d'un fait. C'est un ordre, c'est un outil pour faire quelque chose. Le sens de dalle dans ce jeu est l'action qu'il provoque. Le langage est fondamentalement lié à l'action. Ces jeux de langage n'existent pas dans le vide. Ils sont incrustés dans ce que Wittgenstein appelle des formes de vie. C'est une idée profonde. Le langage n'a de sens que dans le contexte de nos pratiques culturelles, biologiques et sociales. Si un lion pouvait parler, dit-il, nous ne le comprendrions pas. Pourquoi ne comprendrions-nous pas le lion? Parce que sa forme de vie, chasser, dormir, rugir, est radicalement étrangère à la nôtre, payer des impôts, aller au bureau, ressentir la culpabilité. Nos mots, comme culpabilité ou impôt, n'auraient pas d'ancrage dans sa réalité. Le langage est lié à ce que nous faisons en tant qu'êtres humains. Avec cette nouvelle vision, Wittgenstein revient au vieux problème de la philosophie. Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce que la connaissance? Et leur donne un traitement complètement nouveau. Il ne cherche plus à les résoudre, mais à les dissoudre. Il montre que ce ne sont pas de vrais problèmes, mais des nœuds dans notre langage. Prenons le problème de l'esprit. Pendant des siècles, les philosophes se sont demandé « Comment sais-je que vous avez un esprit? Comment sais-je que lorsque vous dites « j'ai mal », vous ressentez la même chose que moi? Peut-être êtes-vous un automate très convaincant. C'est le problème du solipsisme ou des autres esprits. Wittgenstein attaque cela avec son célèbre argument du langage privé. Il demande « Quelqu'un pourrait-il inventer un langage uniquement pour ses propres sensations internes? Un langage que personne d'autre ne pourrait comprendre. Par exemple, j'appelle une sensation S et je la note dans un journal chaque fois que je l'ai. La réponse de Wittgenstein est un non catégorique. Pourquoi? Parce que comment saurais-je que j'utilise le mot S correctement la deuxième fois? Je n'ai aucun critère de correction. Je ne peux pas comparer ma sensation d'aujourd'hui avec mon souvenir de la sensation d'hier. Le souvenir lui-même pourrait me tromper. Les règles d'un langage, insiste-t-il, doivent être publiques et partagées. Nous apprenons le mot « douleur », non pas en désignant un objet interne, mais dans un contexte social. Nous apprenons à l'utiliser. Quand un enfant tombe et pleure, les adultes disent « Oh, tu as mal ». L'enfant apprend à utiliser le mot « douleur » pour remplacer les pleurs, pour communiquer. La douleur n'est pas le nom d'une chose privée. C'est un mot que nous utilisons dans un jeu de langage public. Un jeu qui implique des grimaces, des pleurs, la recherche de réconfort et la réaction des autres. Quand je vous dis « j'ai mal aux dents », je ne vous donne pas une photo de mon monde intérieur. Je vous demande de l'aide ou je m'excuse d'une tâche. Je me fais quelque chose. Cette idée est démolisseuse. Cela signifie que notre vie mentale, notre monde intérieur, est intrinsèquement connecté au monde extérieur, social et public. Nous ne sommes pas des esprits isolés qui tentent d'en atteindre d'autres. Nous sommes des êtres sociaux jusqu'à la moelle et notre langage en est la preuve. C'est le cœur de la philosophie comme thérapie. Le philosophe, pour le second Wittgenstein, est un thérapeute. Son travail n'est pas de construire de nouvelles théories sur l'esprit ou le temps. Son travail est d'écouter les confusions du patient, le philosophe traditionnel, et de lui rappeler comment nous utilisons ces mots dans la vie réelle. Quand un philosophe demande « le temps est-il réel ?», Wittgenstein ne lui donne pas de théorie. Il lui demande « eh bien, comment utilisons-nous le mot « temps moquit » ?» Nous l'utilisons pour demander l'heure, pour prendre rendez-vous, pour nous souvenir du passé. Avez-vous un problème à faire cela? Non. Alors, quel est exactement votre problème? Le problème philosophique surgit lorsque le langage part en vacances, c'est-à-dire lorsque nous sortons un mot de sa forme de vie, son jeu de langage, et que nous l'utilisons dans le vide. Des mots comme temps, être, esprit, connaissance. Nous les traitons comme s'ils étaient des objets super étranges, alors qu'en réalité, ce sont des outils quotidiens. La thérapie consiste à montrer à la mouche la sortie de la bouteille. Le philosophe confus est comme une mouche qui se cogne contre le verre d'une bouteille. Il voit la sortie, mais ne comprend pas comment fonctionne le verre.
il continue d'essayer de voler en ligne droite. Le travail de Wittgenstein est de la guider, de lui montrer le chemin de sortie, qui est le chemin de retour au langage ordinaire. Ainsi, le Tractatus et les Recherches nous présentent deux visions radicalement distinctes de la philosophie. La première est un acte de démolition et de silence. La seconde est un acte de thérapie et de rappel. Le premier Wittgenstein est un architecte de la logique. Le second est un jardinier du langage. Mais sont-ils vraiment si opposés? Peut-être pas. Dans les deux cas, Wittgenstein est obsédé par le même problème, la confusion qui découle d'un malentendu du langage. Dans les deux cas, la philosophie est une activité de clarification, non une doctrine de vérité. Le premier Wittgenstein nous dit « Attention, ne parlez pas d'éthique, car c'est trop important pour le langage descriptif. » Le second Wittgenstein nous dit « Attention, ne parlez pas de l'esprit, comme si c'était un objet mystérieux, car vous vous enchevêtrez dans votre propre grammaire. » Les deux cherchent à nous libérer. L'héritage du premier Wittgenstein fut immense. Il inspira le cercle de Vienne et le positivisme logique, des mouvements qui reprirent son idée selon laquelle seules les propositions scientifiques vérifiables avaient un sens, et rejetèrent le mystique comme de la pure absurdité, chose que Wittgenstein lui-même n'a jamais faite. L'héritage du second Wittgenstein fut encore plus profond et diffus. Il révolutionna non seulement la philosophie, mais aussi la linguistique, la sociologie, l'anthropologie et la psychologie. L'idée de jeu de langage et de forme de vie nous a appris à regarder le contexte social de toutes nos pratiques. Il nous a appris qu'il n'y a pas de langage idéal ou de point de vue depuis l'extérieur du monde. Nous sommes toujours à l'intérieur d'un jeu de langage, à l'intérieur d'une forme de vie. Nous ne pouvons pas sortir de notre propre peau pour juger le monde objectivement. La seule chose que nous puissions faire est de mieux comprendre nos propres jeux et ceux des autres. Cette idée a des conséquences radicales. Par exemple, dans le dialogue interculturel, quand nous rencontrons une culture qui a des pratiques qui nous semblent illogiques, Wittgenstein nous dirait « Ne les jugez pas depuis votre jeu. Essayez de comprendre leur jeu, leur forme de vie et le rôle que cette pratique joue là-bas. » Cela nous rend aussi plus humbles face à la science. La science est un jeu de langage immensément puissant, le meilleur que nous ayons pour prédire et contrôler le monde naturel. Mais assister à un jeu de langage, ce n'est pas la seule façon de parler avec sens. Le langage de la poésie, de l'amour ou de la morale sont aussi des jeux valides, avec des buts différents. Le Tractatus nous a donné une vision de la vérité comme quelque chose de rigide, cristallin et singulier. Les Recherches nous donnent une vision de la vérité, ou plutôt de la compréhension, comme quelque chose de flexible, organique et pluriel. C'est le passage de la certitude absolue à la clarté pratique. Alors, que nous reste-t-il de Wittgenstein aujourd'hui? Il nous reste un outil, une façon de penser. Lorsque vous êtes confronté à un grand problème abstrait, qu'il soit personnel ou intellectuel, demandez-vous, est-ce un vrai problème ou suis-je trompé par le langage? Demandez-vous, que signifie vraiment ce mot? Comment l'utilisons-nous dans notre vie quotidienne? En faisant cela, en ramenant le mot du vide métaphysique à son foyer dans la pratique quotidienne, le problème se dissout souvent. La mouche trouve la sortie de la bouteille. Wittgenstein fut un homme qui chercha la clarté avec une passion quasi religieuse. Il était prêt à tout sacrifier, sa fortune, sa carrière, même ses propres théories les plus brillantes, au nom de cette clarté. Il nous apprend que la philosophie n'est pas un jeu pour intellectuels, mais une lutte vitale pour l'honnêteté mentale. Le premier Wittgenstein nous trace une limite stricte pour nous protéger du non-sens. Il nous dit ce qui peut être dit et ce qui doit être tu. C'est une philosophie de la limitation. Il nous donne une carte claire de la prison du langage et nous dit que les choses les plus importantes sont en fait en dehors d'elle. Le second Wittgenstein nous libère de cette prison. Il nous dit qu'il n'y a pas de telle prison. Le langage n'est pas une cage, c'est un ensemble d'outils pour naviguer un monde complexe. Il n'y a pas de limite. Il y a un paysage infini de pratiques humaines. La philosophie est l'art de savoir quel outil utiliser et quand. Pensons à la façon dont nous utilisons le mot « savoir ». Le philosophe traditionnel s'obsède. Comment sais-je que cette chaise est réelle? Wittgenstein nous dirait « Que voulez-vous dire par savoir ?» Dans le jeu de langage normal, savoir signifie ne pas avoir de doute raisonnable. Je doute si le laitier viendra. Je ne doute pas si mes mains existent. Douter de la chaise, c'est ne pas comprendre le jeu. La certitude, pour le second Wittgenstein, n'est pas un sentiment mental privé. C'est une façon d'agir. Nous agissons avec certitude sur le sol, sous nos pieds, non pas parce que nous l'avons prouvé logiquement, mais parce que douter de lui ferait s'effondrer notre jeu de langage de marcher et de vivre. C'est le fondement de notre forme de vie. Au final, le voyage de Wittgenstein est un cercle complet. Il commence en voulant réparer le monde avec une théorie parfaite et finit en nous apprenant à prêter attention au monde tel qu'il est. Il passe d'être un architecte qui conçoit un palais de cristal
à être un guide qui nous apprend à trouver notre chemin dans la vieille et labyrinthique ville de notre propre langage. La philosophie comme thérapie nous libère des images captivantes, des images qui nous tiennent prisonniers, comme l'idée que l'esprit est un lieu intérieur ou que le temps est une rivière qui coule. Ces métaphores sont utiles, mais lorsque nous les prenons littéralement, elles nous confondent. Wittgenstein nous donne l'antidote, l'observation de la pratique. Son style d'écriture dans les recherches reflète cela. Ce n'est pas un traité, c'est un album de croquis de paysages. Ce sont des paragraphes courts, des questions, des dialogues, des aphorismes. Il ne nous donne pas une destination, il nous oblige à voyager avec lui, à penser par nous-mêmes, à participer à la thérapie. Il laissa une marque indélébile sur notre façon de penser la pensée. Il nous montra que les questions les plus profondes de la philosophie ne se répondent pas en construisant de plus grandes théories, mais en dénouant les petits nœuds de notre langage un par un. Il nous a légué une saine méfiance envers les grandes abstractions et un profond respect pour l'ordinaire. Après Wittgenstein, nous ne pouvons plus parler innocemment de la vérité, de la raison ou de l'esprit sans nous demander d'abord à quel jeu de langage jouons-nous maintenant. Ce double héritage est sa plus grande force. Pour les problèmes de science et de logique, la précision du Tractatus reste une inspiration. Pour les problèmes de la vie humaine, de la culture et de l'esprit, la flexibilité des recherches est notre guide. Wittgenstein vécut comme il pensait, avec une intensité implacable, une honnêteté brutale et une recherche constante de la clarté, même si cela signifiait détruire ses propres créations. Il fut, à tous égards, un philosophe pur. Il nous a appris que l'objectif de la philosophie n'est pas d'avoir le dernier mot, mais de continuer la conversation de l'humanité avec plus de conscience. Ce n'est pas de construire des systèmes, mais de nettoyer le terrain pour que nous puissions penser à nouveau clairement. Le silence du Tractatus et la conversation des recherches sont les deux faces d'une même médaille. Les deux nous invitent à prêter attention. Premièrement, à la limite de nos mots et deuxièmement, à la richesse de nos mondes. La prochaine fois que vous vous sentirez piégé dans un débat sans issue, dans une confusion mentale, souvenez-vous de la mouche dans la bouteille. Le problème n'est peut-être pas dans le monde, mais dans la grammaire que vous utilisez pour le décrire. Changez le jeu de langage et peut-être, seulement peut-être, trouverez-vous la sortie. En résumé, le voyage de Wittgenstein nous mène de l'idéal d'un langage parfait, un miroir logique du monde, à la reconnaissance que le langage est un outil humain, désordonné, vivant et lié à nos formes de vie. C'est un voyage de la logique pure vers l'anthropologie profonde. Le Tractatus est un poème à la logique. Les recherches sont une saga de la vie quotidienne. Ensemble, elles forment le portrait d'un des esprits les plus originaux qui ait jamais existé, un homme qui osa demander « Que faisons-nous quand nous parlons ?» Sa leçon finale n'est pas une théorie, mais une posture de vigilance contre nos propres idoles linguistiques, une humilité face à la complexité de l'ordinaire et une acceptation que les choses les plus importantes de la vie ne se disent peut-être pas, mais se montrent. De Wittgenstein, nous apprenons que la philosophie n'est pas une doctrine qui nous donne des réponses finales. C'est une activité de clarification. C'est le travail constant de démêler les nœuds que notre propre langage crée dans notre pensée. C'est en essence une forme de thérapie intellectuelle, une quête de la paix mentale par la clarté. Et ainsi, le philosophe qui commença en essayant de tracer les limites du monde, finit par nous montrer comment vivre plus confortablement en son sein. Il nous a appris à cesser de nous heurter au mur de notre langage et, à la place, à apprendre à ouvrir les portes. Il est passé de la rigidité de la logique à la fluidité de la vie. Et dans ce voyage, il nous a donné à tous, esprits curieux, les outils pour être un peu plus libres, un peu plus clairs et un peu plus conscients de l'étonnante maison du langage que nous habitons. Son œuvre est une invitation perpétuelle à penser par soi-même, à remettre en question ses propres outils de pensée et à ne jamais prendre pour acquis le miracle et le danger du mot. De l'escalier au labyrinthe, du silence à la thérapie, tel est le cadeau de Ludwig Wittgenstein. J'espère que ce parcours à travers ces deux philosophies vous a été aussi fascinant qu'il l'est pour moi. C'est un voyage qui ne se termine pas et chaque relecture de son œuvre révèle de nouveaux chemins et de nouvelles clartés. Un véritable gymnase pour l'esprit. Merci de m'avoir accompagné dans ce profond parcours à travers l'un des labyrinthes les plus fascinants de l'esprit humain. Ce fut un honneur d'explorer ces idées avec vous. Si ce voyage vous a fait réfléchir, abonnez-vous pour plus d'analyses approfondies et partagez vos réflexions dans les commentaires. Quelle idée de Wittgenstein vous a le plus marqué? L'escalier ou la thérapie? À la prochaine, Esprit curieux.